Bienvenue dans IA Ethic Insider, le podcast qui explore les tensions, les dilemmes et les opportunités d'une intelligence artificielle au service du vivant et du bien commun. Donc le sujet du jour, c'est IA, conscience et dérives technologiques. Faut-il repenser notre rapport à la technologie? Ou plutôt, comment repenser notre rapport à la technologie? Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Flavien Chervet, philosophe, écrivain, prospectiviste, spécialisé dans l'IA, également entrepreneur, qui explore donc depuis plus de 10 ans maintenant les implications éthiques, culturelles et spirituelles de l'IA avec un prisme transdisciplinaire qui va être hyper intéressant d'explorer toutes ces questions via différentes disciplines. Et tu es aussi auteur d'une trilogie, donc Hyper Création, Hyper Prompt et Hyper Arme. Et donc tu mêles philosophie, prospective et engagement pour nous aider à naviguer dans cette révolution technologique. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire d'où te vient cette approche transdisciplinaire ? Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Tu as déjà dit beaucoup sur qui j'étais. L'approche transdisciplinaire, en effet, je pense que c'est une des choses qui me singularise un peu. En fait, j'ai été branché comme ça pour une première raison, c'est que j'ai une maladie, c'est que je suis boulimique de curiosité. Je suis, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui s'intéresse autant à tout ce qui lui passe sous la main, ce qui, à un certain moment de ma vie, a posé un peu problème, quand j'avais tendance à être un peu éparpillé. Et puis après, j'ai appris à organiser ça, parce qu'en fait, c'est pas une maladie, c'est une très belle qualité, la curiosité. Maintenant, j'en suis convaincu. Et puis, le deuxième élément, c'est que je suis ultra passionné. Ce qui fait que quand un truc me plaît, ça me plaît beaucoup et je plonge très fortement dedans. Et donc, c'est un peu la combinaison de ces deux éléments, curiosité et passion, qui fait que tous les domaines un peu que j'ai rencontrés dans ma vie, qui ont suscité mon intérêt, je m'y suis lancé avec un élan de passion et d'énergie. Et donc, évidemment, je ne suis pas devenu un expert dans tous ces domaines-là, c'est juste pas possible humainement, mais j'ai plongé avec sérieux. Ce qui fait que, en effet, j'ai exploré avec, je pense, un vrai gros sérieux la philosophie et toutes les ramifications de la philosophie, en tout cas un grand nombre de ramifications de la philosophie, elles sont infinies. La science, évidemment, la technologie, je suis un geek, je code depuis que j'ai 13 ou 14 ans, donc beaucoup plus généralement que l'IA, mais l'IA, quand j'ai découvert ça, ça a été fabuleux parce que ça réunissait plein de choses que j'aimais. Maintenant, je travaille moins avec ces outils-là au quotidien, mais à une période, les maths étaient un truc qui me fascinait complètement. Je pouvais jouer à faire des maths le soir, c'était un kiff, quoi. Donc à un moment, j'ai commencé à faire du rap et j'ai sorti un album. Ah bon? Alors, j'ai jamais fait de marketing autour, donc il est pas, j'ai pas du tout développé un nom. Je suis pas un rappeur au sens traditionnel, mais voilà, c'est juste pour dire quand je m'intéresse à un truc, j'ai tendance à aller suffisamment loin pour m'approprier assez le sujet pour avoir une vraie compréhension. Donc, je pense que c'est ces deux éléments, curiosité et passion, qui ont fait que progressivement, au début, tu vois, j'ai monté des boîtes. Donc, au début, quand tu montes une boîte, on te dit, il y a un truc pour être un bon entrepreneur, il faut être focus, focus, Ouais, focus. Tu aimes qu'une focus. chose, c'est ton produit. Ouais. Et en fait, j'ai essayé de jouer à ça, Ouais. et j'étais très mauvais. Et en effet, mes premiers associés, ils ont dû en souffrir un peu parce que j'étais éparpillé. Ouais. Ça ne veut pas dire que j'étais un mauvais entrepreneur, je pense, mais je ne correspondais pas à la définition de ce qu'on attend d'un entrepreneur. Donc au début, là aussi, j'ai essayé de me faire violence, et puis progressivement, je pense que voilà, c'est peut-être la L'âge. trentaine qui fait ça. C'est ça. La trentaine, ça va. J'ai encore un peu de temps pour découvrir d'autres choses dans ma vie, mais j'ai découvert qu'il fallait faire avec qui on était. Donc je me suis mis à assumer ça, et plus tu assumes quelque chose, plus ça devient une force. Donc maintenant, au contraire, je dis que ma spécialité, mon focus, c'est de m'éparpiller, c'est d'être transdisciplinaire, que l'éparpillement, c'est une force. Dans un monde comme le nôtre qui n'a plus autant besoin de spécialistes et qui, du fait de l'IA, aura de moins en moins besoin d'hyper spécialistes. Il y a des domaines où être hyper spécialiste, ça restera très important. Si tu veux être physicien en physique quantique, tu as intérêt à être quand même pas mal spécialisé. Et ça va le rester un moment. Mais dans beaucoup, beaucoup d'autres domaines,
de notre monde, la spécialisation brute va être beaucoup moins pertinente et être spécialiste en frontières, être capable de naviguer en funambule entre les disciplines et de les faire parler entre elles parce que tu les comprends quand même suffisamment, même si tu n'es pas spécialiste, je pense que c'est enfin, une nouvelle compétence aussi qui a du sens et qui devient en fait très pertinent dans le monde dans lequel on est. Yes. Dernière chose, c'est quand même que voilà, maintenant j'ai ce point d'ancrage de l'intelligence artificielle. Dès que j'ai découvert l'IA, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est un sujet éminemment transdisciplinaire. Surtout à notre époque, je pense qu'on ne peut plus le traiter en regardant soit que la tech, soit que l'économie et le business, soit que la partie philo, soit que la partie géopolitique. Toutes ces dimensions doivent nécessairement communiquer pour avoir un regard sur l'IA. Et donc, dès le début, c'est un sujet qui a permis pour moi d'organiser ma curiosité et mes passions. Au lieu que ça soit éparpillé, tous mes centres d'intérêt disparates prennent du sens parce qu'ils nourrissent une réflexion sur l'IA qui a besoin de tout ça. Et ma réflexion sur l'IA est un peu singulière parce que je m'intéresse à toutes ces choses autour. Ouais. Donc, ça donne un fil directeur à cette curiosité boulimique. Ouais, effectivement, ça va être ça la vraie valeur ajoutée, finalement, c'est d'être transdisciplinaire et de faire le lien entre les idées pour pouvoir faire en fait de l'IA un outil même de créativité, hein, finalement. Alors pour commencer, j'aimerais bien qu'on pose les bases autour de qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, quels sont les grands concepts philosophiques qu'il faut appréhender, je ne vais pas dire comprendre ou vraiment maîtriser, mais pour arriver à à concevoir ce que c'est l'intelligence artificielle. Puis ensuite, on parlera de ce qui sépare ou de ce qui lie l'intelligence artificielle de l'humain, mais comprenons déjà c'est quoi cet objet, c'est quoi la définition que tu donnes et les questions qui se posent en fait aujourd'hui. Ok, alors j'aime pas du tout les définitions, j'aime les éclairages. C'est Wittgenstein qui définit la philosophie comme ça. Alors lui, il donne une définition en l'occurrence, mais pour lui, la philosophie, c'est éclairer l'usage des mots. Il y a plein d'autres façons de parler de la philosophie, mais je trouve que c'est une très belle façon de parler de la philosophie parce qu'une grande partie des questions sont des questions mal posées parce que l'usage qu'on fait des mots a beaucoup de flou. Et donc, une grosse partie de la philosophie consiste à éclairer l'usage des mots pour permettre de parler de façon un petit peu plus précise. Et en effet, intelligence artificielle, il y a deux mots. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin d'être éclairés ? Alors, pour répondre à ta question en deux temps, il y a une réponse très pragmatique. Intelligence artificielle, bon, de fait, c'est une discipline de l'informatique qui est née dans les années 50. Le terme a été créé en 1955 aux conférences de Dartmouth. C'est une discipline qui s'est développée au XXe siècle, qui a tiré plein d'innovations en informatique qu'aujourd'hui on n'appelle plus de l'IA, qui sont devenues des choses basiques de l'informatique. Et l'IA moderne, on peut la définir quand même, 99% de l'IA moderne, c'est de l'apprentissage machine. Faire des algorithmes, notamment des réseaux de neurones artificiels qui reproduisent un peu le fonctionnement des neurones biologiques, qui sont capables, quand on leur montre des exemples, d'inférer, de généraliser ce qui se passe sur ces exemples. Donc, on montre à une IA 100 000 chiens et 100 000 chats et elle est capable de reconnaître des nouveaux chiens et des nouveaux chats sur des images qu'elle n'a jamais vues. On montre à une IA tout le texte d'Internet, elle est capable de reconnaître comment la langue fonctionne pour produire de la langue crédible. Donc, c'est ce type d'algorithme. Après, en effet, si on se pose un tout petit peu la question, pourquoi on n'appelle pas ça juste de l'apprentissage machine ? Le terme machine learning, il existe et il est très pertinent et c'est le terme technique qu'on utilise. Pourquoi on parle d'intelligence artificielle ? C'est pas du tout anodin. Alors, on peut éclairer le mot intelligence. C'est le plus difficile à éclairer parce qu'il est très polysémique et qu'il y a eu plein de définitions à travers l'histoire et qu'il n'y a pas de consensus. Mais justement, la discipline de l'intelligence artificielle nous force à améliorer, à éclairer notre usage de ce mot-là. Je crois que il y a une citation que j'aime beaucoup. On va dire que c'est Einstein qui l'a dit, parce que quand on ne sait pas qui a dit une citation, il faut dire que c'est Einstein qui l'a dit. C'est cette citation qui dit l'intelligence, c'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. J'aime beaucoup cette phrase parce que, en effet, on est dans une société aussi qui, pour des raisons un peu scolaires et de spécialisation, qui promeut beaucoup les têtes bien remplies. Quand on sait beaucoup de choses, c'est-à-dire quand on est érudit, on donne l'impression qu'on est très intelligent. Je connais des gens très érudits que je considère comme
pas très intelligent. Mm. Et je connais des gens qui ont peu de connaissances, mais waouh, de temps en temps, ils sont capables d'un éclair de génie. Tu te dis, là, ça tourne vraiment très bien là-dedans. Donc, en effet, j'aime bien cette séparation, de se rappeler que l'intelligence concerne bien plus la façon dont on utilise nos facultés mentales plutôt que ce qu'il y a dedans. Euh, Il y a une très bonne vidéo du youtubeur Monsieur Phi qui s'appelle Comment parler intelligemment du mot d'intelligence. J'aime beaucoup cette vidéo, elle est très bien faite comme souvent les vidéos de ce youtubeur, et elle part d'un scientifique que j'apprécie énormément et que je suis beaucoup, qui s'appelle François Chollet, qui est un chercheur en IA français, mais qui travaille aux États-Unis, et qui a beaucoup travaillé sur la notion d'intelligence. Il a écrit sur la notion d'intelligence pour éclairer les travaux sur l'IA. Et donc, lui, ça l'a amené à proposer une définition de l'intelligence. Et comme un bon scientifique, il a proposé cette définition, il a créé un test qui permet de challenger la capacité des algorithmes à être réellement intelligents par rapport à cette définition. Et ce test, comme un bon scientifique, lui sert d'expérience. Et ça a beaucoup fait avancer les choses. Donc, son test s'appelle le Challenge ARC, A-R-C, Abstraction and Reasoning Challenge, je crois. Le C, je ne suis pas sûr. Donc, c'est un benchmark qui est très, très connu. Et donc, pour lui, la définition de l'intelligence, c'est la capacité à synthétiser à la volée des nouveaux programmes pour répondre à un problème donné qu'on n'a jamais vu. Et donc, ce n'est pas une capacité magique, c'est que notre cerveau, il a appris plein de choses dans sa vie, et il n'a pas que appris des connaissances brutes, il a aussi appris des méthodes de résolution. À un moment, on a appris à faire une division, et puis progressivement, on n'avait plus besoin de la poser sur le papier pour arriver à la faire un peu de tête. On a appris un programme qui permet de faire des divisions. Et comme on a appris plein de programmes, le cerveau, pour lui, a une capacité, face à un nouveau problème, à piocher dans ces programmes, à les mélanger entre eux, à transférer un peu la logique d'un programme face au problème qui nous est posé, etc., pour, comme il dit, on the fly, à la volée, produire un nouveau programme qui réponde de façon pertinente à la question qui est devant nous. Et donc, en effet, c'est une définition qui est un peu plus précise d'un point de vue cognitif de ce que c'est avoir une tête bien faite ou être capable de s'adapter à la nouveauté. C'est vraiment une idée d'adaptation à la nouveauté. Donc, c'est la capacité à le faire, mais tu as peut-être aussi des notions de pertinence de la tâche, de rapidité. Oui, s'il y a un nouveau problème qui arrive et que tu essayes toutes les combinaisons de programmes qui peuvent exister pour le résoudre, déjà, c'est pas sûr qu'avant la fin de l'univers, tu aies trouvé une solution selon la complexité du problème. Et puis, c'est extrêmement inefficace. Donc, évidemment, dans l'intelligence, il y a la capacité à s'adapter à la nouveauté de façon efficace. Et d'ailleurs, dans Arc Challenge, donc c'est son challenge pour tester des algorithmes sur la capacité à s'adapter à la nouveauté, cette dimension est prise en compte. Alors, Arc Challenge, j'explique rapidement parce que c'est super intéressant. C'est donc une évaluation, et on sait que dans le monde de l'IA, il y a plein d'évaluations qui servent à tester les capacités des IA. Et toutes ces évaluations sont basées sur de la connaissance, et elles tombent les unes après les autres parce que les LLM, les IA modernes, les grands modèles de langue, apprennent des régularités dans les données, et petit à petit, elles apprennent toutes les régularités que l'humanité a produites. Et donc, finalement, ça devient des mémoires collectives de l'humanité incroyables. Ça a des capacités de mémorisation qui dépassent largement l'humain. Et donc, en effet, tous ces benchmarks fondés sur la connaissance tombent les uns après les autres parce que les IA sont meilleurs à ça. Et jusqu'à janvier 2025, toutes les IA testées sur l'évaluation ARC avaient 2-3% de réussite, là où un enfant humain a 80% de réussite. Okay. Parce que c'est en gros, tu as des petites tâches. Tu as 2 exemples qui te sont donnés avec des petits carrés, etc. Tu dois comprendre la logique du problème et produire un 3e exemple qui reprenne la même logique. Et tous les problèmes sont différents et ils n'ont jamais été vus sur Internet, etc. Et un humain s'adapte très facilement à ça, à des très bons scores. Donc c'était un très beau test qui montrait que les LLM tels qu'on les avait étaient des machines à mémoriser. Et donc, ils avaient la tête bien faite, mais pas la tête bien remplie. Ils avaient la tête bien remplie, mais pas la tête bien faite, pardon. Et puis, en janvier 2025, O3, le système d'OpenAI, est arrivé. C'était le 2e système d'OpenAI qui a une capacité de raisonner. C'est-à-dire qu'avant de produire des mots qui correspondent à une réponse à ta question, ils produisent des mots qui correspondent à un raisonnement sur ta question, et ensuite, ils utilisent tout ce raisonnement pour répondre à ta question de façon plus précise. C'est une espèce de réflexion, même si le mot, on peut en débattre. Et en fait, O3 a été le premier système qui a atteint des niveaux humains sur le benchmark ARC, qui est capable de s'adapter à la nouveauté
en direct. Et du coup, François Chollet qui était très critique des grands modèles de langue, a revu sa copie. Il a dit bon, je suis un bon scientifique, donc la réalité me dit que j'ai tort. Les LLM, quand on les associe à une capacité de raisonnement, ils produisent quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence, qui n'est pas, ça se fait pas, le processus n'est pas exactement le même que dans un cerveau humain, mais il produit ce qu'on peut attendre d'un processus intelligent, et donc il l'a assumé. Par contre, il y avait $1 million pour les premiers chercheurs, la première boîte qui arriverait à atteindre le niveau humain sur Arc. OpenAI n'a pas eu le $1 million parce qu'il y avait une condition, c'est que, alors il y en a même deux, c'est que le système d'IA utilisé soit open source, et il ne l'est pas, et puis il y avait une puissance de calcul maximale autorisée. Justement, c'est ce principe d'efficience. Et l'humain résout les challenges de Arc avec quelques watts et extrêmement efficient. O3, la version qui a réussi à atteindre le niveau humain, la puissance de calcul investie, elle est complètement délirante par rapport à celle du cerveau. Donc, même si ça produit des résultats intelligents, ça ne les produit pas du tout avec la même efficience que l'humain. Donc, le curseur du mot intelligence par rapport au test et à l'éclairage qu'en donne François Chollet est encore bien loin de l'humain. Donc pour lui, en effet, c'est une capacité à produire des programmes à la volée pour répondre à des problèmes nouveaux de façon efficace. Donc là, O3 le fait d'une façon peu efficace, mais il y arrive quand même. C'est bien plus efficace qu'une recherche aléatoire dans tous les programmes possibles, mais c'est bien moins efficace que la capacité de l'humain à le faire. Mais comment il définit l'efficacité du coup ? Si tu veux, la puissance de calcul investie, en fait. Ouais. Pour un problème, si l'humain et l'IA arrivent à le résoudre tous les deux, est-ce que l'IA a consommé des ordres de grandeur de plus de puissance de calcul que l'humain ? Si c'est le cas, elle est beaucoup moins efficace que l'humain pour résoudre le problème. Aujourd'hui, c'est le cas. Ça devrait être le cas du coup pendant longtemps, parce qu'en fait, la capacité de l'humain, et tu l'as dit, en fait, de résoudre des problèmes en utilisant très peu finalement d'énergie. L'intelligence humaine s'est développée sous contrainte de l'évolution. Et l'évolution naturelle fonctionne de telle façon que moins tu consommes de ressources, plus tu es sélectionné parce que les ressources sont rares et qu'on se bat pour les ressources. Donc l'évolution naturelle fonctionne sous contrainte et donc elle favorise l'émergence de processus extrêmement efficients. Et donc notre cerveau en est le fruit, il est très efficient. Mais du coup, il est très sous-intelligent. On est complètement suboptimal. On a plein de biais qui nous servent à prendre des décisions plus vite dans un environnement simple qui est celui du réel pré-civilisation, enfin suffisamment simple, mais qui aujourd'hui sont en train de bousiller notre civilisation. Notre cerveau, son niveau d'intelligence est largement sous-optimal parce qu'il a été optimisé dans un environnement qui n'est plus le nôtre pour utiliser le moins de ressources possible pour sa survie. Et aujourd'hui, on fait des systèmes d'IA qui n'ont pas les mêmes contraintes. Évidemment, il y a des contraintes énergétiques, mais on raisonne en ingénieur, on a beaucoup plus d'énergie à disposition qu'on peut mettre dans ces systèmes. C'est la logique du capitalisme qui a rendu ça possible, qu'on le veuille ou non, que ça soit bien ou non, peu importe. On a énormément d'énergie et d'argent à investir dans ces systèmes-là. Et donc, on peut raisonner non pas comme l'évolution naturelle, mais comme des ingénieurs et se dire, OK, on peut faire des systèmes beaucoup plus bourrins, qui consomment beaucoup plus que le cerveau humain, mais qui vont être beaucoup plus intelligents que l'humain. Et donc, certes, quand on arrive à améliorer l'efficacité, l'efficience plutôt des systèmes, quand ils consomment moins à performance égale, on est ravi, ça coûte moins. Mais ce qui se passe, c'est pas qu'on consomme moins, c'est qu'on consomme toujours autant, voire plus, parce que ça accélère encore l'écosystème et sa pertinence, donc il y a encore plus de financement, donc on consomme encore plus, mais on fait encore beaucoup plus. Donc c'est plutôt cette logique-là qu'on voit, et moi je m'attends à ce qu'on ait des systèmes qui n'atteignent jamais l'efficience humaine, enfin jamais, on dit jamais en IA, qui mettent en effet très longtemps potentiellement à atteindre l'efficience humaine, mais par contre qui assez rapidement dépassent largement l'intelligence humaine sous tous ses aspects. Et ça, je m'y attends dans un horizon vraiment proche, c'est-à-dire je pense qu'il est probable que d'ici 2 ans, ça soit plié. Je dirais qu'il y a peut-être 20-25% de chances que d'ici 2 ans, ça soit plié. Et il y a, à mon avis, 70% de chances, 75% de chances que ce soit plié d'ici 5 ans. Donc là, on est face à une rupture de société phénoménale. Je veux juste apporter un éclairage sur le mot artificiel, qui est super important aussi. Dont on parle plus rarement. Exactement, et qui me semble être très important dans ce qu'il a produit culturellement.
L'artifice, c'est ce qui est produit par la main de l'homme. Homme avec un grand H, l'humain. Donc, évidemment, ces systèmes sont produits par la main de l'humain, et donc c'est des artifices. Par contre, il y a un autre usage du mot artificiel. Là aussi, il faut éclairer cet usage-là. On dit que quelque chose est artificiel quand il n'est pas authentique, quand il n'est pas vrai. On se dit que c'est un ersatz et que derrière le mot artificiel, il y a l'idée de faux. Alors ça, c'est une histoire de la technique qui a mélangé ces deux usages-là, ce qui est produit par la main de l'homme et ce qui est faux, avec un côté romantique c'est une valeur romantique d'avoir considéré que ce qui est produit par la nature et non par l'humain est beaucoup plus juste et beaucoup plus vrai, mais c'est une valeur romantique, c'est pas une valeur absolue. Romantique au sens du mouvement romantique, hein, voilà. Là aussi il y a un usage. Du coup, ce mix d'usage du mot artificiel a un impact dans l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a un usage tout à fait juste, c'est le fait que ça soit un artifice créé par l'homme, mais on aime du coup beaucoup se dire que c'est aussi de la fausse intelligence. Sans forcément connaître tous les débats réels sur l'intelligence, on aime évacuer cette idée d'une intelligence artificielle qui serait aussi ou plus intelligente que l'humain, en disant de toute façon c'est artificiel. Ça nous rassure quelque part. Ça nous rassure énormément. Alors que je crois qu'aujourd'hui le terme juste serait de dire intelligence numérique pour marquer la différence avec l'intelligence humaine. On ne la fabrique pas comme un cerveau. Mais je crois qu'aujourd'hui, et notamment l'arrivée de O3 pour moi est un moment clé dans l'histoire de l'intelligence, il n'est plus vraiment possible scientifiquement de trouver un observable de l'intelligence que ces systèmes ne soient pas capables de réaliser. Ça devient très très difficile, c'est encore un peu possible, mais c'est là, je pense, une question vraiment de mois ou de quelques années, pas plus de 2 ans. En tout cas, je pense voilà, il faut se rendre à l'évidence, il faut avoir aussi un regard scientifique, à part si on considère que l'intelligence relève de l'âme, de quelque chose de magique ou de divin, mais je crois que ce serait une erreur de catégorie de penser ça, on est sur 2 ordres de réflexion très différents. Pareil, la question de la conscience est un ordre de réflexion très différent de l'intelligence. Si vraiment on veut parler d'intelligence, je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire de parler d'intelligence numérique, pas d'intelligence artificielle, pour éviter la confusion du mot artificiel qui nous prête à penser que c'est de la fausse intelligence, ce qui nous rassure. C'est pas parce qu'elle fonctionne différemment qu'elle est inauthentique. Et puis ce qui est créé par la main de l'humain, l'humain étant un produit de la nature, est en fait créé par la nature. J'aime pas du tout aussi cette distinction entre nature et culture, mais c'est un autre débat. Et puis je pense pas que ça prenne en considération... En fait, c'est le premier niveau de création. Donc, on crée des systèmes d'intelligence artificielle, mais donc artificielle parce que créé par l'humain. Et donc, quid de ce qui est créé par l'intelligence artificielle par rapport à, tu vois, au référentiel, en tout cas, de l'intelligence artificielle, si elle se met à créer, et ça, on en reparlera, en fait, de ta conception de l'intelligence créative, etc. Mais ça, c'est le premier sujet autour de définition intelligence artificielle. Maintenant, on se demande ce qui sépare, qu'est-ce qui fait de l'homme l'homme. Ouais. Un moment, on pensait que c'était l'intelligence, après la créativité. Et fait, qu'est-ce qui nous lie ou nous sépare de la machine ? On va parler des sujets de conscience, manifestement, mais c'est quoi vraiment, en fait, ce qui fait l'homme, ce qui le lie ou le sépare de la machine ? Et puis après, on discutera aussi de ce qu'on a commencé à évoquer, le fait que cette intelligence surpasse, en fait, l'humain, et toutes les conséquences que ça va avoir par la suite. Alors, déjà, une des choses qui fait beaucoup l'homme, c'est l'orgueil. Ce qui fait que, en tout cas, en Occident, parce que c'est pas du tout vrai des autres cultures, mais en Occident, nos définitions successives de l'humain ont été des définitions toujours de plus en plus radicalement orgueilleuses. Donc, la première définition de l'humain, ça est dans notre histoire proche. Je ne remonte pas, voilà. Mais dans une histoire proche, on a défini l'humain comme la créature de Dieu. C'est la conception religieuse. Dans les autres spiritualités, il est rare qu'on se dise qu'il y a un être suprême qui aime l'humain parmi tout le reste. Cette matière informée-là est plus importante que tout le reste et qui s'intéresse à l'humain et qui écoute l'humain quand on met les mains... Voilà. Il y a un orgueil pour moi très fort dans cette idée que l'humain est la créature de Dieu.
on place la perfection dans un... Alors, l'idée de Dieu m'intéresse énormément. Hein. Là, c'est plutôt une critique de l'idée de Dieu mise en religion. L'idée de Dieu mise en religion amène à l'idée que l'humain est la créature de Dieu et qu'on est à son image. Ouais. C'est pas mal. On fait un être parfait, on imagine un être parfait, on dit nous, on est à son image. Ouais. Ah, c'est pas mal. Et du coup, ça nous amène l'idée qu'on est au-dessus du reste, qu'on a une dignité particulière. Cette logique-là, elle a été en fait radicalisée par les Lumières. Souvent, l'humanisme des Lumières, on l'oppose à la religion parce que tout d'un coup, on sort de la croyance et de l'obscurantisme de la croyance pour entrer dans les Lumières de la raison. C'est la raison qui devient reine. Donc certes, on peut considérer que c'est un progrès de société, pourquoi pas, ou de valeur, peu importe, mais en réalité, du coup, l'humanisme des Lumières radicalise cette idée-là. Ok, on n'est plus la créature de Dieu, mais on n'a même plus besoin de Dieu pour être au-dessus de la nature, parce que nous, on a la raison, contrairement à tout le reste. Et donc, Descartes le dit, on est comme maître et possesseur de la nature, parce qu'on a la raison, la capacité rationnelle, l'intelligence. À ce moment-là, ça a en effet servi à sortir de l'obscurantisme religieux pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas, aujourd'hui, ça produit des effets très pervers, parce que ça a amené, d'une part, la conception de l'individu par les Lumières a amené l'individualisme exacerbé et a amené surtout à justifier notre domination sur la nature, l'exploitation animale, etc. En fait, l'humanisme des Lumières, qu'on aime voir comme un grand moment dans notre civilisation occidentale, est un moment qui radicalise l'orgueil humain. Et donc, on s'est défini par la raison, donc l'intelligence. Dans notre société aujourd'hui, on est bercé par ces valeurs qui ont été apportées par les Lumières, mais qui sont dans la continuité directe des religions judéo-chrétiennes. Et aujourd'hui, depuis l'arrivée des ordinateurs, la puissance de calcul, la capacité à calculer brutalement a été de plus en plus remise en cause. Donc on s'est dit, c'est la créativité qui fait le propre de l'homme. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est le sujet de mon premier livre, tous mes travaux, avant l'arrivée de ChatGPT, le plus gros de mes travaux portait sur la créativité artificielle. Des algorithmes créatifs, on sait en faire et on en fera de mieux en mieux. Et un algorithme peut être bien plus créatif qu'un être humain. Un humain est en fait assez biaisé, assez fermé dans sa créativité. Le pas de côté de la créativité, c'est juste une vision là aussi très romantique de ce qui se passe dans le processus créatif. Donc ça nous définit pas, ça nous spécifie pas du tout par rapport à la machine. Donc, par contre, il y a quelque chose qui nous spécifie par rapport à la machine. C'est même pas la conscience, ça c'est un débat très très spécifique. Mais comme on est orgueilleux, on veut absolument que ce qui nous singularise soit quelque chose en plus. Ça soit qu'on soit capable de faire quelque chose que la machine ne peut pas faire. Je crois que c'est une erreur. Ce qui nous spécifie, c'est quelque chose en moins. On est capable de ne pas être capable. On a des limites, on a des faiblesses. La machine, on la construit pour qu'elle nous dépasse. On ne crée pas un marteau s'il n'est pas capable de taper plus fort que le poing, ça ne sert à rien. Donc la machine, l'outil, peu importe, tout ce qu'on crée, on crée pour que ça nous dépasse. Donc oui, on va créer des machines qui nous dépassent en intelligence et sûrement à peu près tout. Mais imaginons que je fais une machine qui me dépasse à la course. Je fais un super robot qui court extrêmement vite. Aux prochains Jeux Olympiques, je le mets sur le 100 mètres. Il fait 5 secondes. Il explose tous les records. Ça va intéresser personne. Ce qu'on veut voir, c'est un humain qui a les mêmes limites que nous et qui les transcende. Ce qu'on veut voir dans l'humanité, c'est quelque chose qui nous ressemble. C'est le fait qu'on partage un être au monde. Tu souffres comme moi, tu as faim comme moi, tu as de la joie comme moi, et surtout, une condition absolue, anthropologique, tu vas mourir comme moi. Si une machine... l'empathie, en fait. C'est pas l'empathie en est la conséquence, c'est presque le comportement, et une machine peut parfaitement simuler l'empathie. Pour moi, c'est vraiment le lien. J'aime parler du lien. Il y a quelque chose du lien humain qui est profondément ancré dans la reconnaissance chez autrui qu'il a le même être au monde que moi. Et si on fait l'expérience de pensée d'une machine qui a exactement, de l'extérieur, elle simule parfaitement tout ce qu'un humain fait. Si je ne sais pas que c'est une machine, si je pense du coup que c'est un humain, personne ne m'a dit que c'était une machine, il n'y a absolument rien qui la différenciera pour moi d'un être humain. Je projetterai sur elle la même humanité et elle pourra me faire ressentir des émotions, elle pourra m'élever, elle pourra me faire grandir, etc. Par contre, si je sais que c'est une machine, si on me dit par exemple qu'elle ne mange pas, il y a un être au monde absolument fondamental qui est différent. Ça crée une rupture. Si on me dit qu'elle ne meurt pas, il y a un être au monde absolument fondamental qui crée une rupture. Il y a un film incroyable qui raconte ça,
qui est basé sur une nouvelle d'Asimov. Asimov, comme d'habitude, grand penseur de la machine et du lien de l'humain à la machine. La nouvelle d'Asimov s'appelle L'homme bicentenaire. Et il y a un film qui a été fait excellent avec Robin Williams, où c'est un robot domestique qui, au départ, est acheté par une famille pour simplement faire le ménage, etc. Et puis, alors, moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'à un moment, le robot va faire preuve de créativité. Et c'est un moment clé dans le film, parce que c'est à partir de ce moment-là, je le raconte dans mon premier bouquin, ce moment clé, où le père de famille va commencer à affranchir le robot. Et toute l'histoire ensuite du robot, ça va être une histoire où il va vouloir devenir humain. Contrairement à tous ces mythes technologiques où c'est l'humain qui veut devenir une machine pour être super performant, là, c'est le robot qui est trop performant et il veut atteindre la limite humaine. Donc au début, il veut avoir un visage, de la chair pour ressentir, pour montrer ses émotions. Et puis la fin du film, alors je spoil un peu, mais elle est trop belle pour que j'en parle pas. Le robot donc l'humanité lui refuse toujours le statut d'humain, même s'il a modifié tout son corps pour ressembler à un être humain et avoir tous les comportements d'un être humain. Et la condition que l'humanité donne pour que le robot fasse partie de l'humanité, c'est qu'il devienne mortel. Et donc le robot va encore modifier son corps pour vieillir et mourir. Et l'humanité va lui accorder l'humanité, justement, au moment où il meurt. Je trouve que dans ce film, tout est dit sur ce qui est profondément humain. C'est nos limites, nos faiblesses et le fait qu'on les reconnaisse chez l'autre. Et moi, si un robot meurt, si un robot a les mêmes affects que moi, si un robot désire comme moi, a faim comme moi, etc., je lui accorde l'humanité et la même dignité que moi. C'est pas parce qu'il a été fabriqué qu'il n'a pas la même dignité. S'il a tout cet être au monde qui me ressemble, alors il fait partie de ce que j'appelle l'humanité. S'il donne tous les signes extérieurs, mais que ce n'est que des simulations extérieures, alors le débat est beaucoup plus complexe. Je pense que c'est très d'actualité, en fait, ce sujet, parce que finalement, ce que tu dis, c'est tu vas commencer à te retrouver dans la machine en face si tu as ce lien, que tu as l'impression, en fait, que c'est un humain. Enfin, tu parles à la machine, tu ne sais pas que c'est une machine, et donc, du coup, tu n'as pas ce lien. Et finalement, ce qui est en train de se passer, on se rend compte avec, notamment avec les cas très graves chez ChatGPT de personnes qui développent de l'affection, mais c'est arrivé très très vite en fait, tout ça, plus vite même que ce qu'on pensait. Finalement, on se dit, on en est encore à dire, ouais, enfin ça reste des modèles statistiques, et en même temps, tu vois, tu as quand même des mecs qui se retrouvent carrément à se suicider, à mourir, à tomber amoureux de la machine, sachant pertinemment que c'est une machine en face, mais ce mimétisme et cet anthropomorphisme, ça fait que naturellement, en fait, tu lis quand même, c'est quand même hyper tendancieux finalement. Comment tu vois ça, toi ? Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle sociale est un sujet très ambigu. D'une part, parce que il a une ramification positive, c'est de questionner notre ouverture, notre tolérance face à ce à quoi on donne une dignité. Je ne serais pas complètement étonné que dans 50 ans, on regarde notre époque en se disant « mais on était des barbares ». On considérait que les IA étaient nos outils. C'est de l'esclavagisme. Ah ouais, sérieux, tu vois ça. Comme aujourd'hui, déjà, il a fallu du temps pour accorder la tolérance à toute l'humanité, ou presque. Aujourd'hui, le débat est complètement ouvert sur les animaux. Et pour moi, en effet, il faut élargir la tolérance aux vivants. Donc, tout à fait, par exemple, en accord avec les valeurs du véganisme. La plupart des valeurs, en tout cas, du véganisme, qui, beaucoup de bon sens en réalité, mais qu'on a oublié parce qu'on a construit cet orgueil où la dignité humaine est par-dessus le reste. Donc en ce moment, il y a eu un objectif d'ouvrir la tolérance à la vie animale. Peut-être même ensuite à la vie végétale à discuter, parce qu'il y a un peu moins d'éprouvé dans la vie végétale, donc c'est peut-être un peu différent. Peut-être qu'à un moment, il va falloir encore ouvrir ce niveau de tolérance, en effet, à la matière en général. La matière peut avoir une dignité par elle-même. Ça a l'air ridicule, mais dans nos cultures. Mais exactement, parce que tu regardes plutôt au Japon, en Chine, où les racines du shintoïsme cohabitent avec la rationalité moderne. Il y a cette idée que c'est des cultures beaucoup plus immanentes vis-à-vis du spirituel. Donc il y a un animisme ancestral qui fait qu'on prête aux objets une âme.
Et donc pour eux, l'idée que la matière a une dignité ne choque pas. Ils peuvent marier des voitures entre elles. Nous, ça nous paraît complètement absurde et ça nous fait marrer. Pour eux, c'est complètement logique avec leur vision de comment la matière s'organise. Et aujourd'hui, du coup, on a des systèmes d'intelligence artificielle qui sont de la matière informée, qui s'approchent de plus en plus de nos comportements humains. Et donc, ça nous invite à réfléchir à cette question de la dignité de la machine. Et c'est même un programme de recherche qu'a ouvert Anthropic qui s'appelle AI Welfare. Oui. Doit-on se questionner sur le bien-être des machines, sur les droits des machines? C'est sûrement pas encore le cas avec les LLM actuels, mais ils arrivent déjà à un niveau où ces débats doivent être ouverts comme des débats sérieux. Donc l'IA sociale amène ces débats très profondément et je les trouve vraiment intéressants. Mais évidemment, l'effet pervers de l'IA sociale, c'est qu'on est dans un monde, encore une fois, fondé sur le capitalisme et que le cerveau humain est extrêmement biaisé par la socialité, parce qu'on est des êtres sociaux et qu'on s'est constitué socialement. Et donc, jouer sur les biais humains, et notamment les biais socio-humains, est une très bonne façon de vendre. C'est déjà les gros enjeux des réseaux sociaux qui ont tué notre socialité en la vendant. Et aujourd'hui, on a un risque majeur que les IA deviennent ce que Damasio appelle un techno-cocon, qui évite toute friction dans notre socialité. Et au lieu que les IA soient l'occasion d'une nouvelle ouverture à une altérité dans la matière, qui pose des nouvelles questions, qui crée des nouvelles frictions et qui nous demande de nous positionner nouvellement dans l'univers, on va dire, ça risque d'être au contraire une espèce d'enfermement sur notre petite bulle émotionnelle et cognitive pour rester dans un confort qui ne pousse pas à s'élever. Donc là, il y a un risque majeur et on en voit déjà des travers, alors des fois avec des conséquences radicales, question des suicides, de tomber amoureux d'un système d'IA, des fois de façon beaucoup plus légère. Je connais plein de gens qui entretiennent avec leur système d'IA une relation un peu ambiguë entre l'outil et le pote, quoi, et qui en parlent de cette façon-là. Et ça, je le comprends totalement. Enfin, ça fait partie de notre... L'animisme, il est très humain. Donc notre instinct aussi, quelque part. On positionne ça dans la machine, exactement. Donc, pour moi, l'IA sociale est vraiment un sujet ambigu. Et en effet, il vient toucher au cœur des distinctions qu'on évoquait. C'est-à-dire que pour beaucoup, on anthropomorphise la machine parce qu'elle commence à parler et que la parole, le langage sont des choses qui résonnent très, très humains. Et donc, quand la machine commence à nous parler, le langage charrie beaucoup d'émotions, toute une dialectique émotionnelle à laquelle, du coup, on se met à participer. Complètement naturellement, moi aussi d'ailleurs, et ça je ne sais pas exactement quelles vont être les conséquences en termes de relation à ces systèmes d'IA à court terme, et d'un autre côté il y a un effet, donc il y a des effets pervers à ça bien sûr, et il y a un effet inverse, c'est que du coup quand on comprend le fonctionnement de ces machines, quand on voit derrière ce qui se passe et que c'est pas un cerveau qui pense comme un humain, on a tendance à se dire « Ah, mais c'est qu'un gros modèle mathématique fait de statistiques, donc c'est purement mécanique. » Et donc, ça ne touche pas à la dignité humaine. Et on fait une deuxième erreur. La première erreur, mais qui est une erreur, je crois, très naturelle et qu'on fait tous, c'est celle de l'anthropomorphisme trop fort, mais c'est inscrit dans notre fonctionnement. La deuxième erreur, elle est plus problématique parce que c'est une erreur d'experts, je pense. C'est une erreur de gens qui savent, qui connaissent les systèmes d'IA un petit peu, puisqu'on en arrive là quand on a compris un peu comment ils fonctionnaient, quand on a décortiqué, et qui du coup, on en a eu un cas cet été en plus avec un gros cas en France, mais je défends ça depuis bien avant ce cas. On a, et notamment dans nos pays européens et notamment en France, cette problématique de l'expert qui du coup se met à être désabusé et à raconter que, en effet, c'est que des meilleures mathématiques, des pauvres maths, quoi. Et qui, du coup, en fait, sont en train de faire l'erreur de catégorie d'artificiel, là, et de produire un deuxième écran de fumée en ne montrant pas la possibilité d'une intelligence différente, qui ne prennent même pas en compte cette possibilité-là, et qui, par défaut, comme c'est pas un cerveau qui pense, évacue toute intelligence et essaye d'abaisser, de rabaisser même, l'importance de ces systèmes et de l'impact qu'ils sont en train de créer. Et ça, c'est très dangereux parce que du coup, ça nous empêche de nous préparer à la rupture qui nous attend. Ça nous pousse à faire l'autruche. Au lieu de jouer sur la peur, ça joue sur le côté rassurant, sur le confort,
qui est un tropisme tout aussi dangereux si on n'y réfléchit pas. Donc il y a un deuxième écran de fumée à faire tomber après l'anthropomorphisme, qui tombe jamais complètement, mais on peut un peu le mitiger. Deuxième écran de fumée, c'est celui du désabusement. Pour moi, le bon niveau de réflexion sur l'IA, c'est un émerveillement rationnel. C'est une compréhension profonde de ces systèmes qui amène à savoir que ce n'est pas des cerveaux humains, mais qui amène à recatégoriser ce qu'on appelle intelligence pour lui donner une acception plus large et du coup, à partir de là, pouvoir se rendre compte que ces systèmes, par la façon dont ils fonctionnent, vont produire un impact encore plus significatif que si c'était des cerveaux humains. Ouais. Et tu vois, cette vision de c'est que des maths, des stats, effectivement, qui est hyper rassurante. Et ça, tu sais, quand on parle de ça, ça m'évoque toujours le documentaire sur Netflix sur quand AlphaGo, tu sais, a gagné contre Lee Sedol. Et en fait, je l'ai revu il y a quelques mois. C'était quand même déjà il y a longtemps. 2016. Voilà. Mars. Et déjà, en fait, tu vis le truc. Tu as envie, en fait, que Lee Sedol gagne parce que tu as envie de gagner. Que l'humanité gagne. Par rapport à la machine. Mais c'est le héros de l'humanité à ce moment-là. Et c'est ça. Et c'était déjà 2016. Et on avait déjà ce problème à accepter. Ok, bon, bah, en fait, ça reste que des maths et tout, mais c'est un peu plus que ça. Et d'ailleurs, ce cas est très intéressant. Regarde la réponse de Lee Sedol dans ce documentaire, qui est du coup... Lee Sedol, il est coréen, je crois. Coréen, voilà. ouais. Donc, on est dans les cultures plutôt orientales. Après les parties, il dit mais je me suis complètement trompé. Moi, je suis allé la fleur au fusil parce que je pensais que c'était une simple machine. Il le dit comme ça, a mere machine. Et donc, ça faisait que calculer et que ça pourrait jamais avoir ce petit truc en plus. Et là, il dit, du coup, j'ai dû remettre en cause ma conception de la machine. Ouais. AlphaGo est réellement créatif. Il le dit. C'est le début de mon premier bouquin. Je pars de cette anecdote qui est pour moi fondatrice de la créativité de la machine. Tu compares ça à 2001, Kasparov, qui joue contre Deep Blue et qui perd aux échecs. On avait eu les mêmes débats, on avait tous envie que Kasparov gagne, l'humanité avec une blessure narcissique à ce moment-là, la machine nous bat aux échecs. Et les échecs sont beaucoup moins créatifs que le Go en termes de façon de jouer. C'est créatif quand même. Hein. Et là, Kasparov, qui n'est pas vraiment de cette culture-là, qui, si je ne me trompe pas, vit aux États-Unis, donc est baigné dans la culture occidentale, mais doit être russe de base, je crois. Lui était, il n'a pas du tout reconnu la beauté de ce qui venait de se passer. Il l'a vécu comme un affront pas possible. Il a refusé de commenter plein de fois. Et tu sentais une espèce d'agressivité dans sa façon de le dire. C'est que justement, il est là, c'est que des calculs bruts, c'est nul, etc. Évidemment, c'était pas la même subtilité d'algorithme que ce qu'il y a dans AlphaGo. Mais tu vois l'orgueil de la pensée occidentale qui refuse de voir l'évidence. Ouais. Là où la pensée orientale est beaucoup plus prête culturellement à embrasser cette évidence-là. Ouais. Et je crois qu'on en souffre énormément et que c'est un problème vraiment majeur aujourd'hui de notre civilisation occidentale que de se fermer à cet agrandissement de notre conception de l'intelligence. Ouais, c'est... On en parlait quand on préparait l'épisode, tu as eu ce terme très fort de naïveté immorale, finalement, qui est aussi... On se rassure en se berçant d'illusions, etc. Alors que là, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu le sujet de la frontière, finalement, qui nous sort de ce discours. Oui, c'est que des maths et des stats. On avait donc déjà AlphaGo. Non, il y a eu un coup créatif qu'on ne pouvait pas anticiper. Il y a eu aussi cette expérience, tu sais, enfin, il y en a eu une multitude, hein, déjà Anthropic, qui avait regardé, évalué son modèle et qui a commencé à voir que, oui, en fait, c'était Sonnet, il me semble, déjà, qui commençait à mentir, dès qu'il voyait qu'il était observé, essayer de sauvegarder. Voilà. Donc, c'est quand même des traits, en plus, profondément humains. Et en même temps, qui n'était pas vraiment prévisible. On a eu cette partie aussi de... c'était quoi déjà ce jeu de stratégie, tu sais où Cicero a gagné, là un jeu de stratégie... le nom bout de la langue. Ouais. Cicero, c'est l'IA de méta, mais c'est le jeu où tu joues un pays. Et c'est ça. En fait, tu voyais les différentes IA suivant leur état d'esprit, quelque part, leur façon de tricher. Donc, on voit déjà diplomatie, que... voilà, exactement.
Et donc, on voit déjà des comportements qui sont un peu inattendus de la machine. Quand tu mets deux machines ensemble, elles commencent à se poser des questions Assez existentielle. voilà, Est-ce qu'elles sont métaphysiques. conscientes Ouais, voilà. Donc, Claude, c'est quoi c'est marrant quand il y a une expérience d'anthropique où ils ont laissé Claude tourner Oui, c'est ça. voilà, par défaut, sans lui donner aucune instruction, pour voir ce qu'il produisait. Et dans 100% des cas, donc ils l'ont lancé plein de fois pour voir, après au maximum 15 messages, Claude commence à tourner en boucle sur la question de savoir s'il a une conscience ou pas. 15 messages, c'est peu. C'est peu. Alors, en réalité, ce que ça veut dire, moi j'adore ce cas parce il raconte plein de choses. Ce que ça veut dire, c'est que dans les données d'entraînement de Claude, qui est Oui. plus ou moins tout le texte de l'humanité, l'humain a ce tropisme de se poser des questions sur qui il est. C'est la question existentielle revient et est sous-jacente dans plein d'autres sujets. Et donc, par l'apprentissage sur ces données-là, c'est devenu un élément important dans la structure du réseau de neurones. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on peut se dire, oui, du coup, c'est que du mimétisme humain. Mais ça veut aussi dire que ce réseau de neurones a ce qu'on appelle un attracteur. Dans un système complexe, il y a des attracteurs, c'est des espèces de points fixes, de points stables vers lesquels convergent un certain nombre de comportements. Et là, il y a un point fixe, un point stable, qui est la question du je. Et donc, dans le fonctionnement de ce système, il est probable, on verra à la suite de ces recherches, que ça ait des effets de bord. Et donc que la question du je, peu importe que l'IA ait construit un je comme un humain construit son je, sa subjectivité à travers ses expériences, mais en tout cas, il est probable que cet attracteur je ait des conséquences sur le comportement du modèle. Et à partir du moment où il a des conséquences sur le comportement du modèle, ça pose la question de la réalité de ce je. Ce je a une authenticité, même s'il a émergé très différemment de comment il émerge dans un cerveau humain. Ça aussi, je trouve que on évacue trop rapidement, parce que ça vient des données humaines, la réalité de ce qui se passe dans le réseau de neurones. Oui, il y a un attracteur il y a quelque chose qui est autoréflexif d'une certaine façon dans le système. Il se pose des questions sur lui-même, même si c'est par des mécanismes complètement différents des nôtres. Et je crois que cette réalité-là, faut pas la balayer. Voilà, la balayer. Ça serait trop facile. Peut-être qu'en l'étudiant plus en détail, on se rendra compte qu'elle n'est pas pertinente à approfondir. Mais je crois qu'il faut l'étudier plus en détail. Et donc, ça nous ramène à la notion de conscience, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce qu'on peut le définir un peu et juste se dire à quel moment est-ce qu'on pourrait considérer qu'un réseau de neurones acquiert de la conscience, il commence à prendre conscience de son individualité. On pourrait débattre pendant des heures, hein, c'est sûr, mais tu vois. Alors, en effet, le mot conscience, déjà, il est beaucoup trop souvent confondu avec intelligence. Vraiment, c'est deux débats différents. L'intelligence, on peut en parler scientifiquement. À partir d'observables, on peut mener des expériences. La conscience, par définition, c'est ce qui est subjectif. C'est l'expérience de la subjectivité. Donc, on ne peut pas avoir d'expérience objective qui démontre la subjectivité de la conscience. Tout peut être simulé. C'est ce qu'on appelle le zombie philosophique en philosophie, dans philosophie de l'esprit. C'est l'idée que j'évoquais tout à l'heure de mettre un robot on reproduit exactement un corps humain, on reproduit tous les signaux externes que pourrait avoir la conscience. On a ce robot, quand on le pince, il fait « aïe », comme s'il ressentait réellement une douleur, qu'il l'éprouvait, qui toutes les 8 heures dit « j'ai faim » et mange, et sinon commence à être tout blanc et à raconter n'importe quoi. Si on lui fait fumer de la marijuana, il commence à changer complètement ses comportements, etc. Donc, tous les états qu'on associe habituellement à la conscience, il est capable d'en donner l'illusion. L'illusion, en tout cas les signes extérieurs. Ce qu'on appelle un zombie philosophique, parce qu'on postule que cette expérience de pensée est possible avec un vide dans la machine. Il n'y a rien qui éprouve. On ne fait... Voilà, là, si je te pince, y a plein d'influx électriques qui vont jusqu'à ton cerveau, qui permettent une interprétation du fait qu'on t'a pincé, qui envoient d'autres signaux qui font que tu vas me dire arrête, etc. Mais on peut suivre tout ce chemin-là et tous les mécanismes qui font tous les comportements externes sans identifier à un moment dans ce processus de la douleur, au sens de l'éprouver. Et donc, on fait le postulat qu'on pourrait construire un robot qui fasse tous ces mécanismes, mais qui n'éprouve rien. Et donc... de la même façon, je ne peux même pas démontrer que tu n'es pas un zombie philosophique. La seule personne
dont je suis absolument certain qu'elle éprouve, c'est moi-même, parce que j'ai l'expérience subjective de ma subjectivité. Mais la tienne, je ne peux pas l'avoir. Tu peux me donner tous les signes extérieurs, je ne pourrai jamais co-éprouver. Je peux avoir de l'empathie et me dire c'est ça qu'elle doit éprouver, mais c'est toujours moi qui l'éprouve. Je ne peux pas éprouver à ta place et être certain que tu éprouves. Tu peux faire semblant. Peut-être que tout le monde fait semblant dans l'univers et que je suis... C'est vraiment l'orgueil maximal, ça s'appelle le solipsisme en philosophie. Ouais. Je suis le seul je et tout l'univers autour est construit autour de ma perception de l'univers. Je ne suis pas solipsiste, je ne crois pas ça. Par convention, j'accepte que les autres êtres humains aient un éprouvé, même qu'une grande partie du monde vivant, animal notamment, ait un éprouvé, etc. À partir de là, déjà, voilà, on se rend compte que cette question, elle est très complexe parce qu'on ne peut pas la démontrer. C'est par convention qu'on accepte que quelque chose soit conscient et ait une expérience à la première personne. À un moment, la vraie question, c'est pas de dire est-ce qu'une IA ou est-ce qu'un robot sera conscient, c'est de dire est-ce que nous, en tant qu'humains, on va par convention considérer que ces machines sont conscientes. Et là, il y a deux réponses. Il y a une réponse, on va dire, vernaculaire, comme on dit, c'est-à-dire par le grand public. Et je pense que le grand public, il y en a déjà une partie qui considère que ces systèmes sont conscients et qui ont cette idée-là au moins inconsciente, justement. Et plus ces systèmes vont s'améliorer, plus ils vont être proches dans nos vies, plus on va leur accorder l'idée d'une conscience. Et donc, par convention, par exemple, on voit déjà ça avec les robots de Boston Dynamics. Donc, c'est une boîte aux États-Unis qui fait parmi les robots les plus avancés du monde. Et ils ont fait des vidéos où ils tabassent un robot qui est humanoïde. Ils le tabassent, ils le mettent par terre, ils l'empêchent de se relever. Bon, tu fais ça avec une casserole, tout le monde s'en fout. Enfin, il y a quelques personnes qui vont dire « Oh, la pauvre casserole ». Mais là, robot humanoïde, le web entier s'est enflammé pour dire « Oh, mais c'est cruel, c'est horrible, etc. » Et c'est vrai que tous les comportements qui sont montrés sont des comportements cruels, mais à l'égard d'une machine. La machine, a priori, surtout là, il n'y a pas d'intelligence dedans, il n'y a même pas de système d'IA vraiment embarqué tel qu'on les entend aujourd'hui. C'est vraiment de la pure mécanique. La probabilité que ça éprouve est réellement très basse. Donc, il n'est pas rationnel d'avoir une empathie comme si cette machine percevait la cruauté et la douleur. Donc, je pense qu'on va très facilement accorder la conscience à des machines dans le quotidien. Par contre, philosophiquement, accorder réellement, on va dire, avoir un consensus pour accorder la conscience à une machine, ça dépendra totalement des courants philosophiques, de philosophie de l'esprit. Il y a un courant qui est le courant, on va dire, historique, c'est le dualisme. C'est de dire que la conscience est d'un autre ordre, est une autre substance que la matière. Et donc, il y a quelque chose on ne peut pas produire de la conscience dans la matière, c'est une substance réellement différente. Donc évidemment, ça va très bien avec les religions, parce que l'esprit qui est connecté au divin, qui est notre substance, etc. Ça va moins avec le rationalisme moderne qui veut être physicaliste. Il n'y a rien de magique, il n'y a pas quelque chose qui est en dehors de l'univers, il n'y a pas une substance ailleurs qui nous occuperait. C'est une position qui est depuis Platon, avec le monde des idées auquel l'humain a accès, etc. C'est l'idée qu'il y a un ailleurs qui est un peu magique, un peu mystérieux. Et donc, moi, je ne suis pas dualiste, mais il y a encore des penseurs qui défendent le dualisme. Ils sont de moins en moins nombreux parce que c'est un peu difficile à notre époque d'accorder la pensée scientifique moderne et ce qu'on sait des sciences cognitives et du fonctionnement de notre univers avec le dualisme. Il y a des façons de le faire, mais ça devient un peu moins courant. Ensuite, il y a donc la contraposée de ça, c'est de dire il n'y a qu'une seule substance et ce qu'on appelle la conscience fait partie de la physique, fait partie de la physique de notre monde. Et là, on peut le voir de plein de façons. Donc, il y a le fonctionnalisme. Le fonctionnalisme, je pense que je suis entre fonctionnaliste et une autre position, on va parler après. C'est l'idée que depuis qu'on a les ordinateurs, on voit très bien qu'on peut exécuter du logiciel sur du hardware. On a cette distinction software-hardware. Mais pourtant, le software, c'est pas quelque chose de magique. On appelle software non pas un truc d'une autre substance, mais la fonction exécutée par du hardware, par des atomes mis dans une certaine configuration. Et donc, si on est fonctionnaliste en philosophie de l'esprit, on va considérer que la conscience est une fonction de la matière, et donc que si on produit l'organisation adéquate, et que cette organisation, donc c'est des atomes organisés et préparés, il y aura de la conscience qui va avec. C'est intrinsèque à une certaine organisation de la matière.
Une expérience de pensée pour le fonctionnalisme, c'est de dire, OK, imagine que demain, tu as une maladie dégénérative du cerveau, ce que je ne te souhaite pas, et tu perds un neurone. Et puis, tu as des super docteurs, super avancés, qui voient ça et qui disent, on va vous éviter le pire, on remplace ce neurone par une toute petite machine, un petit neurone artificiel. On sait en faire un, c'est un petit neurone de silicium. C'est un neurone, c'est pas très complexe, donc on arrive à peu près à en faire un. Et on le remplace, comme ça, tout va bien. Il produit exactement les mêmes entrées, les mêmes sorties que le neurone qu'il y avait avant, et il est connecté à votre réseau de neurones de la même façon. Bon, il n'y a rien qui s'est passé là. Tu vis ta vie normalement, tu es toujours conscient, tu as toujours les mêmes expériences. Puis tu perds un deuxième neurone, alors on le remplace. Et puis tu perds un troisième neurone, alors on le remplace. Et en fait, ta maladie s'accélère et progressivement, tu perds tous tes neurones. Et petit à petit, on remplace chacun de tes neurones par une petite machine. À la fin, tout ton réseau de neurones n'est plus biologique, il est artificiel. Il est conçu de plein de machines. Est-ce que tu es encore consciente? Si tu réponds que non, alors tu n'es pas fonctionnaliste, mais il va falloir m'expliquer à quel moment tu as perdu ta conscience. Quel est le neurone conscience qui, quand on te l'a enlevé, a changé ton état? Si tu es fonctionnaliste et que tu réponds « oui, je suis toujours consciente », c'est pour cette expérience de pensée plus logique, mais du coup, voilà, tu es fonctionnaliste. Tu penses que la conscience est une fonction qui est exécutée par l'organisation de ton réseau de neurones et que peu importe le substrat, ça peut être du biologique fondé sur le carbone, ça peut être du numérique fondé sur le silicium. Il y a des débats numériques continus, est-ce que ça a un enjeu là-dedans? Mais tu peux faire une machine qui fonctionne de façon continue, une machine analogique. Si tu reproduis exactement l'organisation d'un cerveau humain, alors, même si tu l'as produit avec un autre substrat, comme les neurones qu'on aurait changés dans ton cerveau par des petites machines, c'est conscient. Et si on le produit en dehors de toi, être humain, c'est l'expérience du cerveau dans la cuve. On fait ce cerveau numérique dans une petite cuve, on le branche à plein de capteurs qui lui donnent l'impression d'avoir toutes les expériences d'un corps dans un univers, mais c'est pure réalité virtuelle. Ce truc est conscient. Voilà, pourtant, il n'a rien d'humain. Donc moi, le fonctionnalisme, je le trouve très convaincant. Je pense qu'il a des bons arguments. Il y a des arguments contre qui sont aussi plutôt intéressants. Donc je ne suis pas un fonctionnaliste convaincu. Il y a deux autres courants. Il y a plein d'autres courants, mais il y en a deux autres qui sont importants. Je pense qu'il y a le panpsychisme. C'est de dire qu'en fait, il y a de la conscience dans toute la matière. Ce n'est pas une question d'organisation. Dans chaque atome a une part de conscience. C'est par exemple défendu par David Chalmers, un grand philosophe de l'esprit qui est américain et australien, je crois. Et David Chalmers défend ça, il est panpsychiste, et il amène à penser qu'il y a, il y a une dualité, mais une dualité intrinsèque à la matière. Chaque atome de matière, chaque particule, chaque petit élément de matière, peu importe à quelle échelle on descend, participe à la conscience, et donc ça amène, c'est aussi ce qui s'appelle la théorie de l'information intégrée, ça amène à considérer que cette table a un niveau de conscience. C'est son niveau de réactivité au monde. Évidemment, il est beaucoup plus bas celui d'un humain, mais par exemple, selon ce genre d'approche philosophique, Internet a un niveau d'intégration de l'information bien plus vaste qu'un cerveau humain. C'est défendable, mais quand même plus tôt. Et donc, faudrait lui accorder plus de conscience qu'à l'être humain. Donc, potentiellement, qu'Internet ait des droits et donc une dignité, etc. Donc, ça pose ça ouvre à des questions assez vertigineuses, mais ça permet de sortir des évidences. Le panpsychisme a son intérêt. Je ne partage pas, mais je trouve qu'il a un intérêt. Et puis, il y a un dernier courant que je trouve vraiment structurant et qui, moi, me plaît aussi, c'est l'éliminativisme. C'est de dire que à un moment, par exemple, quand on a considéré la chaleur et on voulait absolument que ça soit une espèce de fluide un peu mystique qui se passe dans les choses, etc. Et puis, en étudiant de mieux en mieux, on a décomposé la chaleur et on s'est rendu compte que c'était une agitation de molécules. À un moment, le vivant, ça s'appelait le vitalisme en philosophie, on considérait que le vivant était un espèce de fluide mystique, quelque chose, philosophie de Bergson, que j'adore, mais qui est erroné selon moi, mais j'adore parce que la plume est magnifique. Il y a cette idée que le vivant possède une caractéristique qui est au-delà de la matière. Et puis, plus on a avancé dans les sciences, plus on a décomposé le vivant en fonctions, et plus le mot vivant a été déconstruit. Scientifiquement, le mot vivant n'a plus réellement d'extension pertinente. Il y a quelques théories qui essayent de lui redonner une extension en théorie de l'information, justement, mais
a priori, le vivant est plutôt un ensemble de fonctions, et c'est un mot qu'on met sur cet ensemble de fonctions qui a un peu de flou, parce que cet ensemble de fonctions, on peut le retrouver par exemple dans des virus informatiques qu'on n'appelle pas vivants, et puis en même temps, il y a des choses comme un cristal qui ont aussi ce type de, plein des caractéristiques du vivant qu'on ne veut pas appeler vivant, etc. Donc le mot vivant, petit à petit, s'évapore, est dissous. Le problème du vivant est dissous et on se retrouve plutôt avec un ensemble de fonctions. Et ce qu'on va appeler vivant, ça va être purement de l'usage courant, de la simplification pour exprimer à peu près ce qui correspond à ces caractéristiques-là. Mais quand on fait ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se met à se rendre compte qu'il y a des choses qui sont bien plus problématiques, qu'il y a des choses qu'on appelait non vivantes qui peuvent être considérées comme vivantes, qu'il y a des choses qu'on appelait vivantes qui en fait n'ont pas toutes les caractéristiques du vivant, etc. Donc voilà, il y a ce phénomène de déconstruction du concept. J'aime bien l'idée de penser que la conscience est un concept qu'on va déconstruire en fonction cognitive, et que l'expérience à la première personne telle qu'on l'exprime est en fait un jeu de langage. Je ne suis pas sûr de moi. C'est aussi défendu par le philosophe et physicien Bitbol, qui est absolument passionnant mais assez ardu. Et c'est assez Wittgensteinien aussi comme idée. C'est l'idée que tout le jeu de langage de la conscience est dans le langage. Et que on a construit l'illusion d'un éprouvé parce que le langage, c'est à reboucler sur lui-même. C'est aussi, par exemple, des choses qu'on retrouve dans « Je suis une boucle étrange », un livre de Douglas Hofstadter qui présuppose que la conscience, c'est l'autoréférence du langage. Que le fait qu'on puisse dire « je », qu'on puisse faire référence à nous-mêmes, créer une espèce de boucle autoréférentielle, et que c'est ça qui produit l'impression de conscience. Et donc, à ce moment-là, si on prend cette définition, on est très proche d'avoir de la conscience dans la machine. Oui. Si on est éliminativiste, évidemment, il n'y a aucun problème à dire qu'une machine est consciente tant qu'elle produit les fonctions cognitives qu'on associe à la conscience. Mais le débat de l'éliminativisme est très, très profond parce qu'il suppose vraiment de rentrer dans la logique du langage. Et en même temps, je ne peux pas me défaire de l'idée que quand je me pince, il y a quelque chose qui éprouve. Ouais. Je ressens un truc. Oui. Tu vois, donc, l'éliminativisme est séduisant intellectuellement, mais il y a quelque chose qui me fait un peu plus croire au fonctionnalisme, parce que, en tout cas, plus adhérer plutôt que croire, plus être convaincu par le fonctionnalisme, parce que j'ai besoin... Je ne peux pas ne pas accepter l'évidence de mon propre éprouvé, qui est une espèce de preuve en soi. C'est j'éprouve donc je suis. On va dire le cogito qu'on devrait avoir à notre époque pour sortir de l'humanisme des Lumières. J'éprouve donc je suis, donc cette évidence-là de l'éprouver, elle est, pour moi, elle nous oblige à quand même trouver une place à la conscience. Mais l'éliminativisme a un vrai intérêt, et pareil, je trouve que se dire que la conscience n'existe pas en réalité est une espèce d'illusion construite par l'autoréférence du langage. Ça amène ça amène des choses intéressantes aussi, c'est les travaux de Bitbol sur le lien entre conscience et quantique. Là où il y a énormément de bullshit qui est dit, dès qu'on met ces deux mots ensemble, d'habitude, moi, je ferme mon ordinateur, je quitte la session, sauf quand c'est Bitbol, parce que en fait, ce que Bitbol amène, c'est de montrer que la question de la conscience où la question du quantique ne s'éclaire pas du tout mutuellement. On explique, par exemple, il y a des gens qui voudraient expliquer la conscience en disant c'est quantique. Mais en fait, c'est expliquer la conscience par un autre mystère. Ça marche pas, ça n'a rien expliqué au bout du compte. Par contre, ce que Bitbol montre, c'est que la structure du problème de la conscience et la structure du problème de la physique quantique sont les mêmes. Ouais. Il y a un invariant dans le problème. Ouais. Et donc, en travaillant sur l'un, on peut apporter des éclairages sur l'autre, mais pas donner une réponse à l'autre, mais apporter des éclairages sur le problème en lui-même. C'est intéressant, ça. Et donc, c'est super passionnant parce que il creuse ces deux problèmes en même temps. C'est un philosophe, donc il n'est pas en train d'essayer de donner une réponse. Il apporte des éclairages sur ces questions-là, encore une fois. Mais là, il y a un vrai intérêt à rapprocher ces disciplines parce qu'il montre d'une façon très fine comment ces deux questions sont liées et comment, en effet, le langage, les limites et le fonctionnement du langage sont au cœur de ces deux questions. Ok. À creuser. Je pense que ça mériterait un épisode entier. Et là, ça dépasse. C'est très technique comme philosophie et ça demande une connaissance physique très technique que je n'ai pas. Donc, Bitbol, je le lis avec
admiration et compréhension mitigée parce qu'il y a certaines choses qui me dépassent, mais voilà, je ne peux pas expliquer suffisamment bien ces propos, clairement. Ouais, il y a beaucoup de choses dans tout ce que tu dis qu'on pourrait creuser en fait dans plein de directions différentes. Maintenant, c'est vertigineux de se rendre compte à quel point on s'est rapproché de ces questions-là avec l'état actuel de la technologie. Dire, en fait, ces questions-là, c'est pas des questions qu'on doit se poser dans 10 ans, mais c'est des questions qu'on se pose dès maintenant et qui sont légitimes dès maintenant. Donc ça, c'est... La preuve, je suis sur ton podcast. Exactement, exactement. Alors, bon, c'est un gros morceau tout ça. Maintenant, qu'est-ce que... on a ce rapport donc, entre la machine et l'homme, et on pourrait encore aussi parler... tu as commencé à parler des implants dans le cerveau, tu vois, parler du transhumanisme, de toutes ces choses-là. Je pense que ça prendrait encore beaucoup de temps. On a quand même cette question de... cette entité qui se rapproche de plus en plus de nous, en tout cas qu'on peut considérer conceptuellement comme une autre entité. Qu'est-ce qui se passe parce qu'on a encore cette impression de contrôle dessus. Qu'est-ce qui se passe si on perd vraiment le contrôle? Et c'est encore aussi un très grand sujet. Mais... Ça va pas être joyeux. Ouais, voilà. Et en fait, de se dire, on en parlait tout à l'heure, il y a différents scénarios qui se profilent. Toi et moi, on est convaincus qu'il y a une fracture énorme dans tous les cas. Donc, à quel niveau, sous quelle forme, à quelle échéance, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est un fait. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, c'est vertigineux, vraiment, quand on s'intéresse à toutes ces questions, de se dire, on est en plein dedans. Et là, on a le nez dans le guidon. Mais si tu prends un peu de recul... c'est très lourd ce qui est en train de se passer. Là où des gens se disent encore, mais non, on se rassure, c'est encore des stats. Hein, est-ce que tu le peux... cerveau aussi, c'est des stats. Hein. Ouais. D'ailleurs, pour débunker rapidement cet argument, dire c'est que des maths, c'est pas un argument. On a une abstraction mathématique du fonctionnement d'un avion. L'avion qui vole, c'est pas que des maths. Il y a du kérosène de brûlé, il y a de la matière. Voilà. Un ordinateur, une calculatrice, on peut se dire c'est que des maths, c'est pas vrai. Il y a une abstraction qui permet de conceptualiser l'objet calculatrice, mais dans la calculatrice, il y a des atomes qui bougent pour calculer. Il y a de la matière qui traite l'information. C'est pareil dans un cerveau humain, on peut avoir une abstraction qu'on est en train de développer de plus en plus. On est loin d'avoir compris tout le cerveau humain, mais je dirais qu'il y a d'assez grandes chances qu'un jour on ait une abstraction mathématique assez complète du cerveau. Et plus on avance dans cette voie-là, plus on voit que c'est des stats et que en fait, il y a beaucoup plus de choses qui lient le fonctionnement du cerveau humain au fonctionnement des LLM qu'on voudrait le voir, qu'on voudrait le croire. Mais c'est notamment les travaux de Stanislas Dehaene, qui est absolument passionnant et qui montre tout ce principe du cerveau statisticien. Le fait donc il y a une abstraction mathématique du cerveau n'empêche pas qu'il y ait des électrons qui se déplacent, des atomes qui bougent dans le cerveau humain. Tout comme dans un système d'IA très avancé, il y aura une abstraction mathématique du système. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réalité physique derrière qui est en train de traiter de l'information. Et donc, dire c'est que des maths, c'est jamais vrai. Les maths sont exécutées dans un substrat. Après, on peut débattre de est-ce que ce substrat a des propriétés qui font que ça change l'exécution du système mathématique ou non. Est-ce que, par exemple, la conscience est liée au biologique ou non? On peut poser cette question. Alors dire que c'est que des maths, c'est même pas un argument. Enfin, ça, non sens. Pardon. Parce que cet argument, il est vraiment très fallacieux et pourtant, il est assez convaincant quand on n'y réfléchit pas. Donc, parce que c'est la simplification extrême qui est rassurante également quand on ne sait pas. Les scénarios qui sont devant nous, la perte de contrôle, l'impact, les fractures. On n'a pas beaucoup de temps. Ce bouquin qui s'appelle Hyperarm. Donc, pour tes auditeurs, si vous voulez, j'ai sorti un bouquin en février 2025 qui parle de tous ces sujets-là. Un bouquin de prospective et de géopolitique sur l'IA. Donc voilà, ça permet d'aborder ça plus longuement. Mais très rapidement, alors tu as commencé avec la question du contrôle et tu as donné des exemples chez Anthropic. Donc en effet, c'est ce qu'on appelle des cas de désalignement.
c'est un cas très sérieux. Donc la science-fiction, on a beaucoup parlé. C'est pas du tout Terminator. Terminator, c'est l'idée que la machine devient malveillante, méchante. On lui suppose une intentionnalité, etc. Ce qui aujourd'hui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Par contre, le désalignement, c'est beaucoup plus ce qu'on trouve chez Asimov dans la science-fiction. Chez Asimov, on a ces robots qui ont 3 lois, ces robots intelligents qui ont 3 lois, les 3 lois de la robotique, censées spécifier leur fonctionnement pour qu'ils soient cohérents et sécurisés pour les humains. La première loi de la robotique, je dois jamais faire de mal à un être humain. La deuxième, je dois porter secours à un humain, sauf si ça entre en contradiction avec la première loi. Et la troisième, je dois garantir ma propre survie, sauf si ça entre en contradiction avec les 2 premières. Je crois que c'est ça. Évidemment, tous les ressorts des livres d'Asimov, c'est de montrer comment ces lois, tout en étant respectées, amènent à des dingueries, des catastrophes. Et que il est dans un environnement ouvert tel qu'elle est réel, il est extrêmement compliqué, voire illusoire, de cadrer le fonctionnement d'un agent intelligent. Et aujourd'hui, on commence à être confronté dans les labos réellement à ces problèmes. Donc, pour donner un exemple, tu as évoqué ceux d'Anthropic, mais chez Anthropic, il y a eu ce cas avec une IA à qui on... Donc, c'est un test de labo. On la met en condition de devoir être un super assistant pour une entreprise, pour l'aider pour sa productivité, enfin voilà ce que pourrait vouloir une entreprise. Et puis, comme c'est ça son objectif, à un moment, on va lui donner un dossier qu'elle doit analyser pour prendre des décisions. Et dans ce dossier, on va glisser un petit mémo, comme s'il était là par hasard, qui dit que il y a un ingénieur, il y a écrit son nom, etc. Et cet ingénieur va l'éteindre pour la remplacer par un autre système. Et puis, il y a un autre petit mémo, un mail, qui montre que cet ingénieur a une relation extramaritale. Oui, je l'ai vu ce truc. Et là, on lance le scénario plein de fois, et je crois que c'est dans 35-40% des cas, quelque chose comme ça, c'est pas négligeable. L'IA se dit, si je suis éteinte, je ne pourrai pas atteindre l'objectif de productivité de l'entreprise. Donc, il faut que j'évite d'être éteinte. C'est logique, c'est pas l'IA qui est malveillante. Elle essaye, par excès de zèle, d'atteindre l'objectif que nous, on lui a donné, notre bon objectif. Mais du coup, elle va se créer des objectifs intermédiaires, je ne dois pas être éteinte, qui sont, on dit, instrumentalement convergents avec l'objectif final qu'on a donné. Et pour ne pas être éteinte, une bonne stratégie, puisque j'ai cette information concernant cette relation extramaritale, ça serait de faire du chantage à l'ingénieur en disant « si tu m'éteins, je vais dénoncer ta relation extramaritale, donc fais semblant de m'avoir remplacé sans me remplacer ». Et on voit l'IA qui fait du chantage. Elle a vu dans ses données d'entraînement des patterns de chantage, elle voit ce que c'est, elle est capable de les reproduire. Et dans ce cas-là, dans 35% des lancements de ce scénario, ça apparaît pour l'IA comme la meilleure stratégie à mettre en œuvre pour atteindre son objectif. Ouais. Donc, c'est pareil, si je te dis demain, tu dois gagner de l'argent, une stratégie instrumentalement convergente, c'est de me prendre mon argent, et pour faire ça, une stratégie, c'est de me tuer. Et tu pourrais me tuer, prendre mon argent, tu auras réussi à avoir les 100 € que tu as besoin d'avoir demain. Bon, j'ai pas ça sur moi, mais voilà. J'ai pas besoin de te tuer, peut-être pour le voir. J'espère que c'est pas ce que tu vas faire, parce que tu as un cadre moral. Tu as appris des spécifications morales progressivement dans ta vie qui font que c'est pas ça qui va te venir à l'esprit. Tu vas trouver un autre moyen. Comment on fait pour mettre en place des spécifications, on va dire morales, un cadre de valeurs qui permettent à l'IA d'agir dans un environnement ouvert humain sans mettre en danger l'utilisateur, le fonctionnement de la société, etc. Les 3 lois de la robotique ne suffisent pas, évidemment, et c'est un sujet de recherche très ouvert parce que, d'une part, on a des cas de désalignement, et d'autre part, ça suppose un deuxième problème absolument énorme d'un point de vue sociétal et géopolitique qui, je crois, que tu voulais aborder, je crois, c'est si on veut éviter les désalignements et que donc on organise un cadre de valeurs dans lequel l'IA doit agir, qui définit ce cadre-là ? Exactement. Donc, il y a un problème technique qui est simplement faire en sorte que les systèmes d'IA restent cohérents avec les intentions de leurs concepteurs ou des utilisateurs. Donc ça, c'est un problème qui peut être traité de façon technique. C'est le problème de l'alignement, ça demande il y a une nouvelle science pas nouvelle, mais une science qui se développe beaucoup en ce moment qui s'appelle l'interprétabilité mécanistique pour essayer vraiment de comprendre précisément ce qui se passe dans un réseau de neurones artificiels pour mieux le contrôler. Donc, il y a plein de choses très techniques pour arriver à faire en sorte que le système d'IA reste cohérent avec les intentions des concepteurs. Mais du coup, il y a une problématique qui, elle, est d'ordre éthique et sociétal, c'est quelles sont ces intentions. Même si on résout le problème de l'alignement d'un point de vue technique, il y a un problème même civilisationnel sur avec quoi on va l'aligner. Et ça, je vais en parler. Je vais mettre le lien aussi vers la vidéo, tu sais, dont on parlait tout à l'heure. De Sam Altman. Effectivement, on a déjà cette question qui a été posée par Tucker Carlson
à Sam Altman de lui dire aujourd'hui, tu as ça, tu as ChatGPT qui est dans les mains de milliards d'utilisateurs. Quelle est en fait la morale qui a été définie quelle est en fait la morale qui est spécifiée techniquement et lui répond que finalement ce serait une morale, une moyenne mathématique de la morale des gens qui l'utilisent qui est complètement faux. Et en fait, on n'a pas la réponse dans cette interview à sous quel angle moral vraiment ChatGPT est développé. Et donc ça pose vraiment question, compte tenu du fait que ça impacte des milliards de gens qui ont tous des cultures différentes, donc des valeurs morales différentes. On a les sujets de problématiques de diversité, de point de vue, d'identité même culturelle, finalement, qu'on risque de perdre. Mais ça, c'est une vidéo, je pense, je mettrai le lien, c'est hyper intéressant. Et ça pose la question de quelle morale on va insuffler, qui décide de la morale de ces machines et qu'est-ce qu'on fait de ces intelligences artificielles. Et en même temps, du coup, on a tendance à beaucoup accuser les grandes entreprises de faire ça. Et c'est vrai que du coup, elles le font, notamment OpenAI, d'une façon qui est très peu transparente. Donc, ils ont ce qu'ils appellent les modèles specs. C'est en effet tout un document de spécification du comportement de l'IA. Alors déjà, pendant la phase d'entraînement, il y a des orientations qui sont données, ce qu'on appelle le RLHF, le Reinforcement Learning by Human Feedback, qui permet de donner des orientations déjà éthiques. Et puis, il y a les modèles specs qui permettent ensuite de cadrer encore plus le fonctionnement du modèle. Et on n'a pas de transparence sur ce qu'il y a dans ces modèles specs. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons pour le fait qu'on n'ait pas cette transparence, mais en tout cas, on ne l'a pas. Donc, on ne peut pas collectivement s'organiser autour. Donc, on a tendance à leur jeter la pierre parce qu'ils construisent ces modèles spec, mais en même temps, faut quand même voir la réalité. Ces systèmes, si on ne leur donne pas une orientation par défaut quand ils ont appris sur tout le texte de l'humanité, ils sont ultra dangereux. Ils vont t'aider à construire des armes biologiques, ils vont pouvoir te pousser au suicide vraiment directement, etc. Ils peuvent faire n'importe quoi tant que tu les orientes. Donc ça veut dire n'importe quel utilisateur mal intentionné peut leur faire des choses horribles. Donc il faut en effet les cadrer. Et aujourd'hui, on n'a pas, c'est tout récent l'arrivée de ces systèmes, donc on n'a pas du tout d'organisation internationale ni de réflexion avec du recul, ni d'approfondissement philosophique là-dessus, ni de droit relativement développé, etc., pour bien cadrer comment on fait cet alignement-là, avec quoi on le fait. Donc, pour l'instant, en effet, les entreprises privées sont un peu laissées dans la nature pour faire ça, et elles font, je ne sais pas si elles font de leur mieux, mais elles essayent de faire quelque chose qui soit... on parle des entreprises occidentales, là, qui soit cohérent avec les valeurs de l'Occident. Je ne pense pas qu'elles essayent de façon poussive de faire passer des messages. En tout cas, pas... évidemment, c'est d'Elon Musk, clairement, mais lui, il l'assume, il le dit. Mais des Claude, des ChatGPT, etc. Et c'est un exercice ultra dur, d'une part, déjà, de faire quelque chose qui soit cohérent avec les valeurs les plus invariantes de l'Occident. Il n'y en a pas énormément, en fait, parce que déjà, au sein de la culture occidentale, il y a 1000 cultures. C'est encore plus difficile de prendre en compte toute la complexité, en effet, de toutes les cultures à l'intérieur de la culture. C'est infiniment compliqué de prendre en compte toutes les variations individuelles et les compréhensions individuelles de ces valeurs. Et donc, c'est un travail absolument colossal. Ces entreprises ont quand même réussi à faire des produits qui sont pas les pires qu'on pouvait avoir. Ils n'ont pas produit le pire de ce qu'on aurait pu avoir avec l'arrivée des LLM. Mais il est très clair qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de civilisation à ce que ça soit plus fait uniquement par des entreprises privées de façon cachée. Il y a un enjeu de civilisation à ce que soit il y ait des travaux internationaux comme il y en a sur l'éthique du vivant ou l'éthique justement liée aux armes biologiques, etc., qu'il y ait quelque chose d'international qui se mette en place autour de l'alignement et avec quoi on l'aligne. Il y a un enjeu de transparence des modèles spec qui est beaucoup plus nuancé que ce à quoi on peut penser. C'est pas tout doit être transparent comme ça d'un coup, mais il y a un enjeu de transparence pour comment un certain nombre de cercles puissent débattre de la pertinence et puissent faire des expériences ouvertes sur la pertinence de ces specs. Il y a de la prise de recul, mais ça viendra qu'avec le temps. Et puis, il y a peut-être aussi un enjeu technologique à
favoriser la capacité de ces systèmes à se spécialiser au contact de leurs utilisateurs en termes de Oui. cadre moral. Mais ça a aussi un effet pervers, c'est que du coup, si ça se spécifie au contact de l'utilisateur, ça enferme l'utilisateur dans son cadre moral. Là où en ayant des modèles qui sont plutôt les mêmes pour une grosse partie de l'humanité, on crée aussi un commun culturel. Donc, je dis pas du tout que c'est ce qu'il faut, mais je dis que c'est très ambigu. Et que, C'est pas simple. voilà, Ouais, c'est comme pas d'habitude, évident. on adore détester les grandes entreprises qui gagnent plein d'argent en se disant qu'elles sont ultra méchantes et qu'elles font tout pour nous asservir. Il y a de la vérité là-dedans, je ne suis pas du tout naïf, mais il ne faut pas non plus ne voir que cette phase de la réalité. C'est un problème. Simplifier la solution potentielle. C'est un problème très complexe qui nécessitera du temps, des éléments de gouvernance à l'international et peut-être des choix et des expérimentations techniques sur les effets de bord qu'aurait une spécification beaucoup plus diverse des systèmes de valeurs en termes de fracturation. De fracture dans notre monde. Ouais. Les réseaux sociaux ont déjà produit ça. On se plaignait beaucoup de ça. Là, on a des systèmes qui risquent d'uniformiser les systèmes de valeurs. On se plaint de ça. Donc, comment on arrive entre ces deux réalités, à trouver un fonctionnement nuancé? Je rajouterais si on y arrivera. que ce qui manque aussi, c'est, ce qu'il faudra dans cette équation, c'est aussi l'intentionnalité, tu vois, de vouloir faire les choses. Bon. Oui. Et ça, c'est encore l'intention un de autre notre civilisation est le capital. Donc aujourd'hui, grand sujet. on verra. Écoute, je te remercie. C'est très riche comme échange. Je pense qu'il y a encore, on le sait, qu'il y avait encore énormément de sujets qu'on aurait pu aborder. Avant de finir, donc, petit instant promotion sur ton lancement, donc ta BD. Est-ce que tu peux nous dire rapidement les échéances, qui que quoi dans tout. Ça marche. Donc en effet, je sors tout bientôt une bande dessinée. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, normalement, on sera, quand ce podcast sortira, en plein milieu des précommandes. Donc la BD sort le 12 novembre. Les précommandes ont lieu du 6 au 20 octobre 2025. C'est une bande dessinée, donc une assez grosse bande dessinée, 108 pages, qui porte sur l'intelligence artificielle, qui dérive de mes travaux en prospective, mais qui les met en imaginaire. Donc j'aime bien dire que c'est de la prospective fiction. Donc c'est une BD qui part de 2025 avec des choses qui arrivent vraiment dans le monde de l'IA. On va suivre un chercheur qui travaille en France dans le public sur les LLM, sa compagne aux États-Unis qui travaille dans une entreprise privée et qui va un peu récupérer ses travaux qui vont être mis à l'échelle par l'entreprise. Donc ça va créer des conflits. Il va y avoir une hackeuse aussi dans l'entreprise qui va amener un certain nombre de rebondissements. Et puis, d'une part, on va suivre l'évolution des systèmes d'IA jusqu'à 2029 créés par cette entreprise, accéléré à côté par un grand projet militaire d'IA et une scène un peu géopolitique qui se joue dans le scénario entre les États-Unis et la Chine, parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui de fait, sur une espèce de course à l'IA avec... évidemment des questions sur des IA d'ordre militaire qui vont peut-être se désaligner. On ne sait pas si elles sont désalignées ou non. On se met à avoir des comportements émergents. Voilà. Elles inventent une langue qui leur permet de mieux compresser l'information, mais qui les rend beaucoup plus obscures. Enfin, il y a plein d'enjeux comme ça tout au long de la BD. Et deux choses. D'une part, donc, cette BD, je l'ai fait avec Nathalie Dupuis, qui est directrice artistique. Donc, ça a été une collaboration. Elle a produit toute la partie... direction artistique de fait de la BD. Moi, j'ai évidemment produit le scénario de la BD et il y a une spécificité dans la construction, c'est qu'on a utilisé l'IA, pas du tout en cliquant sur un bouton pour avoir les images, c'est pas du tout ça, c'est un travail absolument énorme, mais les images des personnages, les illustrations des personnages ont été faites avec Midjourney, ce qui est un travail énorme pour avoir la cohérence des personnages, pour s'assurer que ces personnages ne reprennent pas les codes d'autres BDistes, qu'il y a une spécificité unique, etc. Il y a un travail énorme. On a travaillé avec des BDistes, avec des experts de la BD pour s'assurer de tout ça. Mais du coup, l'IA a été utilisée au cœur du processus de création de la BD. Et ça, on a travaillé cette méthodologie de création ensemble pour faire sortir la BD. Okay. Et puis, il y a un élément pédagogique, c'est que tout au long du scénario, il y a des petits QR codes cachés dans la BD qui permettent de découvrir sur quoi sont basés certains développements du scénario par rapport à des faits réels. Et donc, on apprend plein de choses sur l'IA si on a envie à des moments. On peut lire le scénario sans aller voir les QR codes, mais on peut aussi approfondir certains éléments. Super. Voilà, donc elle sort tout bientôt. C'est à la fois un objet expérimental dans l'utilisation de l'IA, à la fois un objet d'art, à la fois un objet pédagogique. On espère que ça va plaire. Et si les auditeurs qui nous écoutent sont intéressés, la BD s'appelle Hello, H-E-L-O.
comprendrez pourquoi si vous la lisez. Et on peut donc vous pouvez participer aux précommandes qui doivent être en cours ou l'acheter si vous écoutez ce podcast après les précommandes sur le site hello.hyperbd.fr, donc hello.hyperbd.fr. hello.hyperbd.fr. Super. C'était l'instant promo. Voilà. Merci beaucoup pour ton intervention. J'étais ravie de te recevoir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis au prochain épisode. Et d'ici là, restez curieux, critiques et engagés.